Steve Jobs a réussi à faire quelque chose d'incroyable, c'est que quand vous regardez la technologie embarquée dans tous les systèmes Apple, c'est pas révolutionnaire. Des vagues de techno qui arrivent. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait du métaverse. Tout le monde parlait du métaverse. S'il n'y avait pas eu Margaret Hamilton, il n'y aurait pas eu Apollo 11. Bonjour à toutes, bonjour à tous de si bon matin à Toulouse. Je suis ravi d'être là avec vous pour aborder un sujet qui m'est cher, qui est un sujet dont on parle assez peu et qui concerne en fait le rapport entre les technologues et les non-technologues. Alors, je vais commencer par une petite histoire très rapide. Il y a quelques temps, j'étais directeur général de Red Hat en France. Red Hat, un éditeur de l'open source. Et j'avais beaucoup d'interventions dans la presse pour parler des containers, pour parler de Linux, pour parler de l'automatisation. Et un jour, je suis au restaurant avec mes amis. Et un de mes amis me dit, JC, c'est super, tu passes à la télé, je t'ai déjà vu, c'est génial. Ça marche très très bien, mais finalement, je ne comprends rien à ce que tu dis quand tu parles à la télé. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant. J'avais l'impression d'être clair, j'avais l'impression d'être suffisamment pédagogue pour me percevoir que finalement, non, pas du tout. J'étais pas du tout clair. Et en fait, quand je disais quelque chose, les gens du sérail et de l'informatique me comprenaient, les autres ne comprenaient rien. Donc sur cette base, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Alors avant de rentrer dans le sujet, je voudrais me présenter. Donc Jean-Christophe Morisseau, je suis arrivé chez Lenovo il y a quelques semaines. Les nouveaux acteurs du monde de l'informatique. J'en dirige les activités d'infrastructure, serveurs, réseau, stockage. J'ai un parcours d'une trentaine d'années dans l'IT. J'ai fait des études de finance, on y reviendra tout à l'heure, et développé toute une carrière dans ce joli monde de l'informatique. Tout a débuté quand j'avais une quinzaine d'années. J'habitais en banlieue parisienne. Et je passais tous les jours devant une boutique sur le chemin de l'école. Et dans cette boutique, il y avait des ordinateurs. Alors, je ne sais pas s'il y a des cinquantenaires dans la salle, je n'ai pas l'impression, peut-être en ligne. Et je passais devant cette boutique et il y avait des ordinateurs. Certains se rappelleront des ZX 80 ou 81 de Spectrum. Je vois des oui. Et là, ce n'était pas un ZX 80, c'était un Auric Atmos. Même gamme, hein, quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un clavier et je rêvais devant cette machine. Et donc, je rentrais chez moi et je rêvais à pouvoir avoir cette machine. J'en parlais avec mes parents qui ne comprenaient absolument pas comment je pouvais, moi, à 15 ans, avoir envie d'acheter un clavier qui avait le prix d'une mobilette à l'époque. Alors, à l'époque, on disait mobilette, maintenant on dit scooter. Et donc, il y avait quelque chose de totalement, je dirais, improbable et incongru dans cette volonté de ma part d'acheter ce matériel qui, selon eux, ne servait strictement à rien. Donc, un peu têtu, j'ai décidé de travailler l'été, j'ai gagné un peu d'argent et je me suis acheté cet ordinateur. J'ai commencé à faire un peu de programmation, puis je me suis vite aperçu, donc à l'époque c'était du basique, il y avait 48K de mémoire sur l'ordinateur. On faisait des petits programmes géniaux, on branchait l'ordinateur sur une prise Péritel sur la télévision, on chargeait les programmes avec une cassette. C'était vraiment un monde extraordinaire. On était vraiment au top de la techno et on avait l'impression de vraiment vivre quelque chose d'extraordinaire. On vivait une aventure à l'époque. Donc, il a fallu que je travaille 3 mois dans un restaurant pour pouvoir me payer ce rêve et apparaître comme un peu un geek à la maison et auprès de mes copains parce que eux, c'était plutôt la mobilette que l'ordinateur. Donc voilà, donc ça c'était vraiment la petite anecdote. Et puis j'ai très vite compris que en fait, la programmation c'était pas pour moi. Et donc j'ai basculé, j'ai acheté des cassettes de jeux. Et puis on a commencé à jouer. Et puis alors, je vais vous la faire très rapidement. Hein, donc le RIC, le Commodore 64 pour ceux qui se rappellent. Ensuite on est passé aux consoles Atari, puis les Nintendo. On a basculé sur les Nintendo DS. On est arrivé à la Wii, à la N64, la fameuse N64 avec le fameux Mario en 3D. Et puis on a fini bien
bien évidemment avec la Switch, et puis la PS3, la PS4 et la PS5. On a comme fait l'exploit chez moi d'avoir maintenant 2 PS5. Euh, donc, bon, j'ai des enfants, mais voilà. Donc voilà. Donc le côté informatique a basculé sur le côté jeu, et donc moi, je suis parti sur des études de finance, en laissant l'informatique de côté. Quand j'ai fini mes études de finance, donc j'ai fait du contrôle de gestion et de l'audit. Je suis arrivé à la fin de ces études et je me suis dit, mais en fait, je me suis fait chier toutes mes études. Je ne veux jamais travailler dans le contrôle de gestion et je ne veux jamais travailler dans l'audit. Je vais donc aller travailler dans ce qui vraiment m'a passionné depuis le début. Je vais faire de l'informatique, avec un profil non informatique. Et donc, je me suis lancé dans ce secteur. D'abord, dans une société qui faisait de la formation sur des logiciels. Donc, j'ai fait de la formation sur des logiciels de compta, des logiciels de paye. Après, j'ai basculé dans le conseil. Je suis allé travailler chez Gartner, où j'ai vendu du conseil auprès des grandes directions informatiques. Et puis, les sirènes de l'an 2000, pour ceux qui ont connu, en l'an 2000, il y a eu un truc qui s'appelait le phénomène des dot-com. Pendant 2 ans, il y a eu une espèce de, je dirais, de boom où en fait on a tous fait des sites internet. Et donc j'ai fait des sites internet, j'ai développé du business, je sais pas développer des sites parce que j'en suis incapable, mais on a vendu du développement et de l'hébergement de sites internet. Ça a fait une espèce de grande vague et puis ça s'est cassé la figure, ça a explosé en vol. Et là j'ai rejoint l'entreprise Dell Computer. À l'époque en France, j'ai fait du commerce et j'ai vendu donc des systèmes d'infrastructure pour ensuite partir en Asie, où j'ai vécu 4 ans à Singapour avec ma famille, toujours chez Dell, et je suis revenu m'occuper d'avant-vente technique. Donc j'étais manager d'équipe technique avant-vente chez Dell, et puis j'ai quitté Dell. J'ai monté un projet personnel où j'ai lancé un label de jazz. Donc en fait, je suis producteur de musique depuis 10 ans. Je n'y connaissais strictement rien. Mais j'ai lancé ce projet avec un pianiste. Et puis au bout d'1 an, m'apercevant et me réalisant qu'en fait, la musique, ben, on ne gagne pas sa vie, j'ai décidé de rejoindre Red Hat. Et donc j'ai lancé une activité chez Red Hat au niveau européen pour ensuite devenir leur country manager France. Donc les 4 dernières années, j'étais donc le patron de Red Hat France. Et j'ai quitté Red Hat cet été pour rejoindre Lenovo au début du mois de septembre pour prendre la direction en France de l'activité serveur et stockage. Donc voilà très rapidement mon parcours. Un parcours de non-tech dans la tech, de non-geek, mais quand même avec une petite propension à bien aimer la techno. Et voilà d'où je vous parle ce matin sur ce sujet qui est intéressant, qui est finalement l'idée que j'ai nommé ce matin Tech non-tech, l'amour vache. Alors, l'amour vache, si vous connaissez je dirais le dicton ou l'adage, on est toujours le con de quelqu'un. Bah là, c'est pareil. On est toujours le tech de quelqu'un. On est toujours le non-tech de quelqu'un. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle dans l'industrie dans laquelle on évolue tous, dans laquelle j'évolue depuis 30 ans. C'est qu'il y a toujours un rapport tendu, un rapport limite conflictuel entre les gens qui sont supposés maîtriser la tech et ceux qui sont supposés l'utiliser, non la maîtriser et ne pas la maîtriser. Et c'est toujours très tendu. Il y a toujours, bah oui, mais toi tu comprends rien, ou toi t'es qu'un gros geek, va jouer avec ton clavier et laisse-moi travailler et parler au client parce que quand tu lui parles, bah, tu lui dis n'importe quoi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui vraiment est dans cette culture de la tech et qui pour moi est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Parce que ben, ça bouge tout le temps, ça évolue, ça accélère, il y a des vagues de techno qui arrivent. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait du métaverse. Tout le monde parlait du métaverse. Alors le métaverse allait tout changer, c'était extraordinaire, et donc il fallait comprendre ce que c'était le métaverse. Il y avait ceux qui comprenaient, puis il y avait ceux qui ne comprenaient pas. Et ceux qui comprenaient, c'était des gros débiles, et ceux qui comprenaient, ils avaient tout compris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du métaverse récemment, moi j'en entends plus du tout parler. Maintenant c'est l'IA. Donc maintenant on est tous sur l'IA. Donc il faut connaître l'IA. Alors, l'IA, machin, générative, pas générative, faible, forte, machin. C'est la même chose. On est vraiment dans ces logiques constamment. Les blockchains, les cryptos, les machins, le Web3, ça n'arrête pas. Et c'est toujours dans cette logique de dire, voilà,
Voilà, tu comprends pas. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui me fait dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de retrouver une forme d'harmonie, d'intégrer ça et de travailler tous ensemble à faire en sorte que cette tension, ben, en fait, on la comprenne et puis qu'elle soit plutôt une tension de création positive et non pas d'inhibition ou de destruction. Donc c'est vraiment ça l'idée que je voulais développer ce matin. Donc, voilà. On, on peut commencer par se dire qu'en fait, la technologie et la non-technologie, c'est des mondes différents. On peut imaginer qu'il y a deux équipes. Il y a une équipe de bleus et une équipe de rouges. Les bleus, c'est les technologues et les rouges, c'est les non-technologues. Les non-technologues, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Et eux, ils ont des contraintes. Il faut qu'ils fassent du business, il faut qu'ils fassent avancer les choses, il faut qu'ils gèrent des budgets, ils gèrent des hommes, ils gèrent de l'innovation, ils ont des concurrents. Alors là, je me place bien évidemment dans le contexte de l'entreprise. Je ne suis pas sur un débat philosophique. On reste quand même ciblé dans ce monde de l'économie dans lequel on est, de l'entreprise ou de l'administration. Je vais quand même ouvrir au privé, au public. Et donc, en fait, le non-technologue, il a pas mal de choses à régler tous les jours. Et il n'a pas que de la techno, il a plein de choses. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Et puis il y a aussi quelque chose de très intéressant dans le non-technologue, dans le bleu, c'est qu'en fait, il a l'argent. C'est lui qui a le porte-monnaie. Donc voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis après, vous avez les rouges, vous avez les techs. Alors les techs, c'est quoi? C'est ceux qui passent leur vie à comprendre ce que fait la technologie. Ils montent des super solutions, ils innovent, ils sont constamment en train de regarder partout ce qui pourrait demain changer le monde. Ils passent leur temps à justement être curieux, regarder partout et puis vraiment travailler sur ces questions de développement, d'invention, d'utilisation d'une techno. Donc c'est vraiment deux mondes qui sont un peu différents dans leur façon de fonctionner, qui cohabitent, qui ont besoin de cohabiter. Alors, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais vraiment, on voit ces mondes cohabiter constamment. Et puis, si on veut avoir une vision un peu holistique, il faut qu'à un moment donné, ça cohabite. Il faut qu'on arrive à faire cohabiter ces mondes, il faut qu'on arrive à les faire je dirais, travailler ensemble. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà eu des situations où vous avez un DSI, le DSI il a un budget présenté. Généralement, quand le DSI présente son budget à son directeur général, il ne passe pas une bonne nuit avant. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Quand on demande à un développeur ce qu'il pense de son chef de projet, généralement, un développeur va vous expliquer, le chef de projet, il n'a pas tout compris. Le chef de projet vous expliquer que le développeur est une diva et qu'en fait, finalement, il en a marre de travailler avec des développeurs. Parce que finalement, pourquoi avoir des développeurs? Si on pouvait se passer des développeurs, ça serait quand même assez cool. Un directeur des études qui fait du développement, vous expliquez que son directeur de la prod, il l'empêche de tourner en rond, que quand il veut ses environnements de développement, il lui faut dans la minute, mais que quand son directeur des opérations lui explique qu'il faut une semaine pour provisionner des VM, c'est juste infernal et c'est pas possible. On est toujours dans ces conflits, dans ces interactions entre ces mondes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui moi m'interpelle. Et donc finalement on peut se demander mais comment ça se passe et d'où ça vient? Et finalement le truc c'est que on est quand même sur pas mal de malentendus qui sont générés par ces mondes différents. Des malentendus qui viennent en fait finalement de croyances, de préjugés, de stéréotypes. Et ça, c'est quelque chose qui, finalement, là, je commence à rentrer un peu plus dans l'idée, c'est que c'est nous, en tant qu'individus, qui colportons ces images, qui vivons ça. Et en fait, on peut essayer de lister un petit peu ces malentendus et ces préjugés. En général, un technologue, quelqu'un qui met techno, c'est un geek. Il est asocial, il est obsédé par la techno. En fait, on a du mal à lui parler. Il ne comprend pas grand-chose quand on lui parle d'autre chose que de bits and bytes. Ça, c'est quelque chose qu'on a quand même un peu ancré dans nos esprits. Un non-technologue, il est technophobe. Il n'aime pas la techno. Quand on lui parle de sujets technologiques, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut surtout pas en entendre parler, c'est pas son truc. Il considère que on passe tous notre temps sur les écrans, qu'en dehors des écrans, il y a des gens. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est assez ancré. C'est qu'en fait, on n'est pas aimé par les non-technologues. Les technologues,
ils pensent que tout le monde devrait comprendre la technologie. Et ils ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas. C'est-à-dire que quand on explique un truc à quelqu'un qui n'est pas technologue, on se demande mais pourquoi il ne comprend pas? Il devrait comprendre. Et donc on part du principe que en fait, le problème, ce n'est pas nous, c'est lui, parce que lui, il devrait comprendre ce qu'on lui dit. Et puis généralement, quand il nous demande de nous expliquer, ce qu'on fait, c'est qu'on réexplique la même chose plus fort ou moins vite, mais on dit les mêmes choses. Donc ça, c'est des choses, je pense que vous avez déjà vécu ces situations. Les non-technologues, ils pensent que les technologues, ils ont réponse à tout. En général, ils rentrent dans le bureau et disent, voilà, j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux me trouver une solution? Et parce qu'on est des technologues, ils considèrent que finalement, la solution, on va la trouver. Et donc là, on se retrouve avec le problème et on se dit, mais merde, comment je vais faire? Mais lui, le non-technologue, il repart, il va refaire son petit truc de non-technologue et puis il considère que parce qu'il nous a filé le problème et qu'on a la techno, eh ben, on va trouver la solution. Les technologues considèrent qu'on ne comprend rien aux besoins des utilisateurs. Il y a un utilisateur qui a un besoin. Eh ben, en fait, le technologue, il ne comprend pas le besoin de l'utilisateur. Il va construire un truc carré quand l'utilisateur veut un truc rond. Les non-technologues ne comprennent pas la, technologie, la complexité technologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer trop dans la complexité. Quand ça devient trop complexe, il faut qu'on arrête d'expliquer parce qu'en fait, ils ne vont rien comprendre. Il y a aussi un truc qui sont que les technologues ne sont pas créatifs. C'est-à-dire que c'est un technologue, il n'est pas créatif. Le créatif, c'est réservé aux non-technologues. Le technologue, il est vraiment dans des choses qui sont basiques. Voilà, il fait des programmes, mais en fait, dès que ça devient un peu créatif, c'est plus lui. Donc tout ça, c'est des prêts-à-penser, des préjugés, des stéréotypes qu'on a tous en tête, qui font que finalement, on reste dans nos précarés. Et puis, alors, je vais finir avec le meilleur, celui que je préfère en termes de stéréotypes, c'est les filles. Les filles ne comprennent rien à la technologie. Et puis, les filles se disent, moi, j'y comprends rien parce que je suis une fille. Alors, je vais juste vous donner quelques exemples. Est-ce que vous savez qui est Ada Lovelace? Ada Lovelace, elle a juste été la première programmeuse de l'histoire. Après, on a Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, c'est qui? C'est la co-inventeuse du Wi-Fi. Et puis, on a Grasshopper. Grasshopper, c'est qui? C'est l'inventrice du COBOL, un des premiers langages de programmation sur mainframe. Et puis après, on a qui? On a, tiens, Evelyn Boyd Granville. Evelyn Boyd Granville, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le premier programme de mise en orbite d'un satellite pour la NASA. Margaret Hamilton, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a inventé le concept d'ingénieur logiciel. Elle a conçu tout le programme, je dirais, Apollo 11, de mise en orbite et d'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune. S'il n'y avait pas eu Margaret Hamilton, il n'y aurait pas eu Apollo 11. John Ball, très intéressante, 1970. Elle programme le premier programme de dating en Angleterre et elle fait en sorte que 50 000 personnes se rencontrent à travers des critères. Elle fait un programme. C'était la précurseur des systèmes de dating, de Mythic et ainsi de suite. C'est une femme et elle s'appelle John Ball. Elizabeth Feinler, elle est responsable du programme ARPANET au ministère de la Défense en 1969. ARPANET, c'est le précurseur d'Internet. Internet a été co-inventé par une femme. Donna Dubinsky, plus proche de nous. La femme qui a inventé le premier PDA. Tous les systèmes d'assistants personnels ont été inventés par une précurseur qui était une femme. Et la dernière, je l'adore, Mira Murati, vous la connaissez tous, c'est la femme à l'origine de ChatGPT. Donc, voilà, les femmes ne comprennent rien à la technologie. Je viens de le démontrer en 10 exemples. Hein, voilà. Et les filles qui disent « je n'y comprends rien, c'est pas pour moi », sérieux, franchement, on est dans un monde où en fait la tech est pour tout le monde. Et ce dernier exemple nous montre bien qu'en fait ces stéréotypes ils sont ancrés dans nous. Ils n'ont pas de fondement et que finalement ils mènent en fait à des situations qui sont des situations d'échec. Un échec intéressant ou deux, regardez ce qui est devenu Kodak, regardez ce qui est devenu la Google Lens, des produits technologiques. À un moment donné, on part sur quelque chose qui disparaît parce que finalement on est dans un conflit, on n'a pas réussi à trouver l'équilibre entre les deux mondes. Donc je regarde l'heure et je vais avancer un peu plus vite. Comment on peut s'en sortir? C'est assez simple. On s'en sort par travailler ensemble, par communiquer,
pour avoir de l'empathie en étant dans une logique de collaboration. Euh, euh, Là, je puise dans mon expérience Red Hat. Red Hat est un acteur de l'open source où la collaboration est le maître mot. Ce qui prime dans la culture open source, c'est l'idée. L'idée avant même la personne qui exprime cette idée. Et ça, c'est quelque chose qui fait avancer les choses. C'est qu'en fait, on sort de ces stéréotypes et on s'intéresse au sujet, à l'idée, on travaille ensemble, d'où qu'on vienne, et on arrive à avancer pour trouver des solutions. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui m'a moi marqué dans ce monde de l'open source, où en fait, qui que vous soyez, d'où vous veniez, quel statut vous ayez, en fait, on se met au service d'une idée, au service d'un projet, et on avance ensemble. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est quelque chose qui permet justement de nous projeter dans une forme d'acceptation et d'adoption ensemble de cette technologie et de casser cette barrière tech-non-tech pour faire en sorte d'aller vers cet objectif commun qu'on a tous ensemble, qui est de dire, oui, la tech, c'est bon, on peut tous l'intégrer et on est tous à être acteurs de cette utilisation de la technologie. Et je pense qu'on a, nous, et parce qu'on est là ensemble, acteurs de la tech, à enlever cette casquette tech, non tech, pour se dire qu'en fait, on est tous des acteurs de la tech. Mais on a toujours une asymétrie d'information, une asymétrie de connaissances, qui fait qu'il y a toujours quelqu'un, je reviens, on est tous le con d'un autre, on a toujours quelqu'un qui en sait un poil moins que nous. C'est pas qu'il est tech, il n'est pas tech, c'est qu'il a juste peut-être moins d'informations, moins de compréhension, et c'est notre devoir d'aller vers cette personne pour faire en sorte de l'éduquer, de lui expliquer et d'être dans une forme de co-construction. J'étais par exemple la semaine dernière avec une directrice informatique à qui je disais, votre mission, et on était d'accord, c'est d'éduquer son comité de direction, son directeur général, qui est encore en train de lire son papier, qui se fait imprimer ses mails tous les soirs avant de partir du bureau. Ça existe. On a un devoir par rapport à ces gens-là, parce que ces gens-là nous dirigent. Et là, je prends juste un exemple emblématique, mais on a tous des exemples comme ceux-là qui font qu'en fait, on a, nous, une mission qui est de vraiment prendre ce fait d'aller vers ceux qui ne savent moins, pas de ceux qui ne savent pas, qui savent différemment, et de les embarquer et de les emmener pour qu'on puisse ensemble faire en sorte que cette technologie elle soit mise au service de l'ensemble. Alors, pour finir, deux exemples qui pour moi sont frappants dans cette approche. Apple, un exemple le plus connu. Steve Jobs a réussi à faire quelque chose d'incroyable, c'est que quand vous regardez la technologie embarquée dans tous les systèmes Apple, ce n'est pas révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est la façon dont c'est intégré, la façon dont c'est adapté aux besoins des utilisateurs et l'expérience de l'utilisateur. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant. Le deuxième exemple que je souhaite partager ce matin avec vous, c'est Henry Ford, il y a plus d'un siècle, qui à un moment donné se dit mais comment je vais faire en sorte de donner accès à des véhicules qui à l'époque sont des véhicules de luxe, des voitures, et puis essayer de massifier cette production. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des ingénieurs, il prend des ouvriers. Les ingénieurs, c'est les aristocrates, les ouvriers, c'est le prolétariat. Ces gens ne se parlent jamais et il les fait travailler ensemble. Et les ouvriers et les ingénieurs travaillent ensemble pour d'un côté définir des produits qui ensuite, sur la base de ce que les ouvriers vont pouvoir échanger sur les process, ils vont inventer des process industriels. Ça va devenir le Fordisme. Alors, on est pour, on est contre. Le sujet, c'est juste de dire qu'à un moment donné, on met des gens qui sont des technologues et des non-technologues ensemble, on les fait communiquer, ils apprennent les uns des autres, et ils inventent une nouvelle façon qui, derrière, va permettre au plus grand nombre d'accéder à des produits qui vont être des voitures sur des phénomènes d'industrialisation de masse. Ça, c'est vraiment un exemple de l'histoire, qui est loin, loin, loin dans l'histoire, mais qui nous montre que finalement, ces sujets-là peuvent être abordés par du bon sens, par de l'empathie, par de la communication. Donc voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous. J'ai essayé de respecter le temps autant que je pouvais. Je vous remercie de votre attention à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne journée.